Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission spéciale sur l'économie chinoise. Quelles sont les nouvelles orientations de l'économie mises en avant lors des 2 sessions de cette année et comment l'économie chinoise interagit-elle avec l'économie mondiale? Et cette année marque également le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Quelles sont les perspectives de coopération entre ces 2 économies? Et pour cette dernière partie, nous ferons le point avec BFM Business. Tout d'abord, pour mieux analyser la santé de l'économie chinoise, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur notre plateau M. Ding Yifan, chercheur à l'Institut Taihe, un think tank de haut niveau basé à Beijing. Bienvenue dans notre émission. On voit que dans le rapport du gouvernement de cette année, lors des 2 sessions, l'objectif de croissance a été fixé à 5%. Donc, qu'en pensez-vous de cette prévision? Je pense que c'est un objectif relativement raisonnable. Parce que tout de même, il faut tenir compte de l'environnement international. Pour le moment, la croissance globale n'était pas très robuste. Parce que les économies principales commencent à connaître une période relativement de rétrécissement. Car les banques centrales de ces économies commencent à rétrécir la politique monétaire après une période d'assouplissement plus que généraux. Donc c'est un rétrécissement de la politique monétaire qui n'est pas en faveur de l'expansion économique. Donc de ce point de vue, la demande extérieure est en train de se réduire. Tandis que la demande intérieure chinoise commence à s'accroître. Après la fin complète de la pandémie et après que les mesures prises par le gouvernement chinois commencent à donner des effets successifs sur le marché chinois. Donc, relativement parlant, en 2024, il y aura un petit rebond de la croissance et donc de la reprise de l'économie chinoise. Donc normalement, je pense qu'à la fin de l'année, le taux de croissance sera légèrement supérieur maintenant aux objectifs fixés par le gouvernement, c'est-à-dire légèrement supérieur à 5%. À 5%. Alors, s'agissant du contexte international, CGTN a interviewé Li Chenggang, ambassadeur de Chine auprès de l'OMS, et je vous propose de l'écouter avant de poursuivre notre discussion. China's accession to WTO actually is a milestone. L'adhésion de la Chine à l'OMC est en fait une étape importante dans l'ouverture vers l'extérieur. Au cours des 20 dernières années, le volume global des échanges commerciaux de la Chine a été multiplié par 11. Nous sommes aujourd'hui le principal partenaire commercial de 140 pays et régions, ainsi que le premier pays en termes de commerce de marchandises au monde. La Chine a non seulement réalisé de grands progrès, mais elle a aussi créé davantage d'opportunités pour le reste du monde. La Chine dispose d'un volume important d'importations en provenance du monde entier. Par exemple, aujourd'hui, 10% des exportations des PMA sont destinées à la Chine. Nous fournissons donc un énorme marché aux autres pays et nous les laissons profiter de notre développement. Bien entendu, nous bénéficions de l'adhésion à l'OMC, nous bénéficions de la mondialisation. En même temps, nous créons également de nombreuses opportunités pour le reste du monde. Il ne s'agit pas seulement d'une victoire ou d'une défaite, c'est plutôt une situation gagnant-gagnant. En fait, dans le vidéo, Li Chenggang a parlé de situation gagnant-gagnant. La France est un pays très important en Europe et cette année marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations entre la Chine et la France. Donc, comment voyez-vous la coopération économique et commerciale entre ces 2 pays et est-ce qu'il est possible qu'il y ait une situation gagnant-gagnant qui est envisageable? La France et la Chine avaient commencé à s'engager sur la voie de la coopération économique. Au début des années 1970, la Chine a décidé d'importer des équipements industriels importants de France. La France était un partenaire privilégié de la Chine dans le domaine de développement économique, de coopération économique entre l'Europe et la Chine. Aujourd'hui, la France et la Chine ont beaucoup de points communs. Ils ont beaucoup d'intérêts communs.
la France et la Chine sont des pays qui prennent très au sérieux les objectifs de la croissance verte. Le développement de l'énergie renouvelable, de nouvelles énergies pour un développement durable, etc. etc. Et là-dessus, je pense que la Chine et la France trouvera beaucoup de points en commun. Et d'abord sur les objectifs, sur les moyens d'investissement réciproques, et aussi si la France et la Chine pourraient profiter de cette opportunité historique, donc la commémoration du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, on pourrait redonner un élan de la coopération économique entre les deux pays, et ceci servira d'exemple au monde entier que la coopération économique et technologique dans des domaines qui concernent le destin de l'humanité, car ça touche le changement climatique de notre planète, non seulement de la Chine ou de la France, mais aussi de notre planète. Donc si on peut trouver des points communs et des intérêts communs pour œuvrer dans la même direction, ceci pourrait donner un exemple au monde entier. En dépit de leur divergence d'opinion sur beaucoup d'issues, on pourrait au moins trouver un minimum d'entente sur les tâches immédiates à accomplir pour prévenir un désastre de l'humanité, c'est-à-dire le changement climatique, c'est-à-dire le manque de croissance, etc. On va regarder une émission qu'on a réalisée ensemble avec BFM Business pour mieux connaître la situation sur la coopération économique et commerciale entre la Chine et la France, surtout les avis des entrepreneurs. Bonjour à tous et bienvenue dans ce hors-série spécial 60e anniversaire de coopération diplomatique entre la Chine et la France. Majain, qui co-présente cette émission en duplex depuis Pékin, est avec moi. Bonjour Majain. Bonjour Alexia. Et aujourd'hui, sur le plateau de Beijing, j'ai le plaisir de recevoir M. Meng Dong, vice-président exécutif de Decathlon Chine. Bonjour. Bonjour, enchanté. Et Alexia, c'est votre tour de présenter les invités qui sont à Paris. Oui, voilà, sur le plateau avec moi, les plateaux de BFM Business, donc Gilles Barissa, PDG fondateur d'IPM China. Bonjour. Sébastien Lyon, cofondateur et directeur général de Next Made in France, et professeur Cao, professeur de finance à l'Université de commerce international et d'économie de Chine. Bonjour messieurs. Bonjour. Monsieur Barissa, à la rencontre entre le président Xi Jinping en Chine, quelles répercussions cela a-t-il pour le positionnement économique de la France vis-à-vis de la Chine, notamment par rapport aux autres pays européens ? Voilà. Alors en effet, on a rencontré le président Xi Jinping en avril dernier, lorsqu'il y a eu la délégation française présidée par le président Macron. Et là, on a compris que la France prenait de l'importance aux yeux du pouvoir chinois. La France a été très bien accueillie. Le président Macron a été reçu dans la maison familiale du président Xi, du côté de Canton, et les discussions ont été extrêmement fructueuses. La France est bien considérée en Chine. Je le disais, en effet, lorsqu'on parlait de l'Europe, souvent les Chinois répondaient Allemagne, mais ça semble s'inverser. La France est mieux considérée. L'Allemagne a des difficultés en relation avec la Chine. L'Allemagne, son commerce est basé sur l'exportation de véhicules. Bon, non, ce sont les véhicules électriques, mais ils viennent de Chine. Donc, c'est plus le même jeu. La France prend vraiment une importance aux yeux du pouvoir chinois. Ce qui sous-entend qu'il y a beaucoup de perspectives intéressantes pour toutes les sociétés françaises, notamment les PME, car il y a beaucoup de PME chinoises qui souhaitent avoir des relations, des contacts et faire des affaires avec les PME françaises. Donc il y a vraiment une opportunité flagrante, d'autant plus que, comme on l'a dit, c'est le 60e anniversaire, donc tout ça est dans un contexte extrêmement porteur de très bonnes relations qu'il faut concrétiser. C'est pour ça que nous avons fait et nous allons refaire ce grand salon sur les investissements, IPM China, International Private Equity Market, donc des investissements en Chine sur les entreprises, sur les PME,
avec des fonds chinois et des fonds français qui vont financer et développer ces activités. J'ai une question pour Monsieur Lyon. En fait, vous avez accompagné beaucoup d'entreprises françaises en Chine. Alors, est-ce que c'est très complexe pour une entreprise française de s'implanter en Chine aujourd'hui? Et est-ce que vous pensez que l'accompagnement est en quelque sorte obligatoire? Pour moi, les entreprises françaises qui exportent en Chine ont besoin de répondre à 3 enjeux. D'abord, il faut comprendre les enjeux de la beauty tech chinoise. Il faut mesurer les enjeux en matière de réglementaire, juridique et de protection des produits et connaître les consommateurs chinois et les attentes des distributeurs chinois. Ensuite, il faut être mis en relation avec les bons partenaires en Chine. Et enfin, il faut pouvoir pérenniser son développement. Professeur Tsao, comment évaluez-vous l'état actuel des relations économiques entre la Chine et la France et quelles sont les principales opportunités et les principaux défis de part et d'autre dans ce contexte? Oui, Alexia, merci de votre question. En fait, c'est un thème bien chaud. Oui. Qui a été déjà beaucoup abordé en France et en Chine. Donc, je voudrais juste utiliser 3 mots pour décrire l'état actuel des relations sino-françaises, surtout dans le domaine économique et commercial. Alors, c'est robuste, résilient et encourageant. Veut dire l'état actuel est robuste dans l'ensemble, bien sûr, et les liens économiques France-Chine sont résilients et encourageants. Alors, en 2023, les échanges commerciaux en France-Chine ont atteint, alors le montant déjà c'est 78,9 milliards de US dollars, un peu moins de 90 milliards. Alors, du point de vue de partenariat éco comme France-Chine, y compris enfin les transactions commerciales et les investissements, alors la France est le 3e partenaire commercial et le 3e pays d'origine de l'IED, des investissements étrangers directs, de la Chine au sein de l'UE. Et la Chine est le premier partenaire commercial de la France en Asie et le 7e partenaire dans le monde. Donc vous pouvez imaginer donc quelle l'importance des liens économiques. Alors, quant aux opportunités et des défis, en fait, dans ce contexte, je citerai notamment 2 points. D'une part, à l'intérieur, donc il y a des défis et des opportunités internes de ces 2 pays, de la France et de la Chine. D'un autre côté, il y a des défis et des opportunités, surtout les défis externes. Alors, pour d'une part, c'est surtout de la transition d'une économie traditionnelle vers une nouvelle économie. Donc Merci. Ça, c'est surtout pour la France et pour là. Alors, pour les défis, alors, on ne cite pas le pays, mais en fait, il y a la tierce partie, c'est surtout pour vous, c'est outre-Atlantique, pour nous, c'est outre-Pacifique. Donc là, il y aura toujours des contraintes venant de l'extérieur. Donc là, il faut vraiment se méfier. D'accord. Merci beaucoup, Madjane. Et justement, Monsieur Zhao a parlé tout à l'heure des défis, des contextes mondiaux un peu compliqués. Donc, dans ce contexte, Decathlon, une entreprise française s'implantée en Chine, comment prévoyez-vous de maintenir la croissance, répondre aux besoins des consommateurs, tout en assurant la durabilité de vos opérations? Merci pour la question. En fait, chez Decathlon, nous nous sommes engagés à rendre le plaisir du sport accessible au plus grand nombre. Donc, faire face à des défis mondiaux économiques, nous avons décidé d'abord de renforcer nos avantages compétitifs dans le marché, surtout notre positionnement valeur-prix. Donc, en fait, en Decathlon en Chine, nous avons déjà implanté depuis 20 ans en Chine. En même temps, nous avons créé une chaîne de valeur, value chain, qui est intégrale en Chine, y compris la production, la conception, logistique et bien sûr une chaîne de magasins, plus de 200 magasins partout en Chine, mais aussi des plateformes pour le e-commerce. Donc cela nous permet de rassembler des ressources, d'optimiser des coûts.
Et à partir de ces value chain compétitifs, nous avons décidé, nous avons cherché à développer des modèles qui est plutôt durables. Voilà. Parlant de la durabilité, je profite de l'occasion pour poser une question à M. Barissa, parce que justement, quand on parle de durabilité, l'économie verte, on voit que le Green Tech a été mis en avant lors de votre premier événement. Donc, pouvez-vous nous expliquer la place qu'occupent les Green Tech dans la relation entre la Chine et la France? Alors oui, bien sûr, c'est le sujet principal, c'est le sujet d'intérêt des entreprises chinoises, des entreprises françaises. Et c'est pour ça que nous l'avons placé au cœur de notre manifestation, de notre salon International Private Equity Market, qui donc concerne les investissements des PME et les investissements cross-border entre les entreprises chinoises et les entreprises françaises. Donc c'est vraiment le sujet. Alors, c'est le sujet des techniques de l'environnement, c'est le sujet de la décarbonation, c'est le sujet aussi des biotech, même de ce qu'on appelle les agritech, l'aéronautique. Et pour revenir sur ce que je disais précédemment, bien sûr, les cosmétiques et la santé, tout ça, c'est la même chose. C'est les techniques de l'environnement, c'est les techniques du bien vivre qui sont appréciées aussi bien en Chine qu'en France et qui intéressent les entreprises, les PME françaises, européennes, pour faire des joint ventures avec des PME chinoises sous l'égide des fonds d'investissement. Puisque c'est bien de créer des entreprises, c'est bien de les développer, mais il faut aussi avoir de la finance. C'est pour ça que notre salon, notre manifestation rassemble des fonds d'investissement européens avec des fonds d'investissement chinois. Merci beaucoup, Monsieur Barissa. Alors justement, j'ai deux questions pour vous, messieurs. Quels sont les enjeux du tourisme chinois en France et quels impacts ont-ils sur les événements prévus cette année pour cette année donc spéciale du 60e anniversaire diplomatique entre la Chine et la France et notamment avec les Jeux Olympiques? Je commence par vous, Monsieur Lion. Merci pour la question. Alors, en 2024, comme en 2016, il me semble qu'il y a 3 enjeux sur le tourisme. Les visas, les rotations aériennes et la sécurité. Depuis 2015, nous analysons ces enjeux et ces tendances à travers une newsletter sur le tourisme chinois afin d'accompagner les stratégies et les outils digitaux des régions françaises qui cherchent à accueillir des touristes chinois. En 2015, nous avons préconisé et copiloté la mise en place du compte WeChat de Paris Région. Et en 2024, on préconise de la création d'outils et de landing page sur Ctrip et des outils pour toucher de l'influence et avec des KOL chinois. Merci. Professeur Cao. Oui, en fait, je vais juste compléter un peu, là, comme oui. Notre collègue a déjà parlé des enjeux. Le premier point, je pense que c'est que le tourisme chinois est quand même important oui. Ici, juste avant la Covid-19. Le nombre des touristes chinois occupe la 2e place, juste derrière les Américains. Donc c'est important. Alors en 2019, le nombre total est d'environ de 2 millions. Hein, et l'année dernière, on a déjà repris entre 35% et 40%. Donc il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Donc c'est le premier point. Deuxième point pour les enjeux, notre collègue a déjà parlé, là c'est très bien. Alors je vais juste conseiller, avancer oui. Quelques conseils. C'est, Paris, bien sûr, c'est attrayant, mais il ne faut pas les faire venir à tous les Chinois ici. Donc il faut plutôt faire plus de pub des provinces françaises, surtout des régions qui sont magnifiques, mais qui sont peu connues. Donc, il faut redistribuer un peu les nombres, ça c'est le deuxième point. Mm-hmm. Troisième point, il ne faut pas juste pour le tourisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a alors pour la société chinoise, vous savez, c'est devenu une société de vieillissement. Hein? Oui. Il y a de plus en plus de seniors, oui. Et ce sont les seniors économiquement solides.
ils ont assez qui viennent en France. De financement. Donc, on peut très bien les faire venir ici. Et par exemple, alors quand on est seigneur, on n'aime pas tout à fait à Paris ou le centre-ville, tout ça. Alors c'est la campagne, des petits bourgs, des petits villages, c'est très, très sympa. Donc ça, c'était surtout ces deux conseils. Merci beaucoup. Et justement, quand M. Zhao parlait de l'évolution de la société chinoise, j'aimerais bien poser cette question à M. Meng, parce que il y a l'évolution de la société chinoise et dans tous les sens. Donc, quelle est la tendance que vous observez, surtout dans le domaine du commerce de détail? Au niveau de tendance, j'ai remarqué plutôt deux. Dans le contexte que la Chine a connu une forte croissance économique depuis plusieurs dizaines d'années, les consommateurs maintenant ont investi davantage de temps et de leur budget dans le loisir, de voyage dont mes collègues ont parlé, et puis aussi, bien sûr, dans le sport. Donc le sport fait déjà partie d'une vie quotidienne de beaucoup de consommateurs chinois. Mais en même temps, la demande est de plus en plus diversifiée, même de plus en plus exigeante. Ce n'est plus limité aux fonctionnalités, aux usages des produits, mais aussi de besoins sociaux, le sentiment de faire appartenance, le sentiment pour faire partie d'une communauté et de partager. Et deuxième tendance, j'ai remarqué, c'est plutôt absolument lié à la Chine sur le e-commerce. Donc la Chine est déjà l'économique mondiale numéro 1 sur le e-commerce, qui représente à peu près 40% du total le retail de vente. Et cette situation continue à évoluer de plus en plus vite, surtout soutenue par le live streaming, le Douyin par exemple. Et justement, on a beaucoup parlé avec d'autres invités les intensifications des échanges culturels ou économiques entre la Chine et la France lors de cet anniversaire, de 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Alors, comment voyez-vous les opportunités que cet anniversaire va apporter aux entreprises, ou est-ce qu'il y a des défis? Certainement, je crois que cette année est spéciale pour la France et la Chine et pour le sport. En fait, depuis 20 ans en Chine, nous ne cessons pas d'introduire les produits, mais aussi les événements, les programmes innovatifs au marché Chine. Je cite un petit exemple de Vital Sport, qui est connu en France. C'est un événement qui est ouvert, qui est gratuit à toutes et à tous en France, connu depuis plus vingtaine d'années. En Chine, nous l'avons introduit. Ça nous permet, la famille, les enfants, les amis, de découvrir le nouveau sport, équitation, plongée, golf, etc. Donc, ce genre d'événement, nous l'avons déjà introduit à Shanghai, à Canton et à Shenzhen. Et cette année, nous avons l'intention de dupliquer dans davantage de villes pour vraiment promouvoir le sport dans les différentes villes. Merci. Alexia. Gilles Barissa, justement, quels sont les secteurs d'activité qui suscitent le plus d'intérêt de la part des investisseurs locaux par rapport aux entreprises françaises? Le plus d'intérêt, ce sont les technologies de l'environnement, la décarbonation, les biotech, l'agritech. Et si vous voulez, donc, tout ça, on va revenir à Wuxi cette année, en 2024, le 5 novembre. Donc avec des fonds d'investissement, avec des entreprises, avec la participation d'un fonds chinois important, Huolian Group, et de fonds français tels qu'Adagio, Ciparex, First Bridge, qui vont amener des entreprises et qui vont participer à faire rencontrer des entreprises européennes, françaises, avec des entreprises chinoises sur les sujets dont je viens de vous parler. Voilà, les sujets qui sont beaucoup plus ouverts que la Green Tech pour cette année. Merci. Je profite de cette occasion pour poser une question à M. Lyon. Vous avez beaucoup parlé du tourisme. En fait, j'aimerais bien savoir, est-ce que selon vous, avec les Jeux Olympiques, la France va redevenir la première destination touristique des Chinois? Je vous remercie pour la question.
je dois d'abord signaler ou rappeler qu'en Chine, il y a un attrait, ce qui vient d'être évoqué à l'instant, très important pour le sport, que ce soit le badminton ou le ping-pong. Et je citerai ici le fait que, comme le rappelait le président de la FIFA, le football a été inventé en Chine. Sur cette base-là, les Jeux Olympiques sont un enjeu exceptionnel pour l'attractivité française en Chine, parce que il y a d'abord de très nombreuses délégations chinoises qui viennent s'entraîner en France. C'était le cas en 2022 ou plus récemment. Mais c'est aussi un écho à l'esprit olympique qui résonne en Chine, où il y a eu beaucoup de célébrations de la déclaration de Pierre de Coubertin à la Sorbonne en 1892. Pour autant, il me semble que les Jeux Olympiques, comme les événements de 2024, à savoir le 60e anniversaire et l'année franco-chinoise du tourisme culturel, sont des événements très exceptionnels et que nous verrons qu'en 2025, si le tourisme chinois reprend comme il l'était en 2019, en 2020 en France, et de savoir si la France peut redevenir la première destination européenne pour les touristes chinois, sachant que pour cela, l'enjeu sera de comprendre le nouveau touriste chinois de 2024, ses nouvelles attentes, et toutes les destinations françaises se posent cette question-là, de savoir comment adapter leur offre stratégique et digitale à ce nouveau touriste chinois pour pouvoir mettre la France à la première destination européenne pour les touristes chinois. Merci beaucoup Sébastien Lion. Oui, justement, on va espérer que lorsque l'on prononce le mot Europe en Chine, on pense à la France aussi. Professeur Cao, justement, comment est-ce que vous voyez, vous, l'avenir des relations économiques sino-françaises, notamment en matière de transition vers une économie plus durable ? Oui, mais ça, comme je viens de dire, là, 3 mots, là, donc robustesse. On a bien retenu robuste, résilient et encourageant. Encourageant, donc je suis optimiste, bien sûr. Hein. Alors, pour votre deuxième partie de question, en fait, ça concerne l'économie verte et l'économie intelligente, l'économie numérique. Alors, pour l'économie verte, la France et la Chine, elles sont très complémentaires. Hein. Alors, par exemple, la France est parmi les premiers pays en hydrogène, oui. Alors que la Chine est parmi les 2 premiers pays, si j'ose dire, le premier pays déjà en VE, veut dire véhicule électronique. Alors là, dans les nouvelles énergies, on peut travailler ensemble. Alors, en ce qui concerne l'économie numérique, les Français et les Européens, alors ils sont plutôt capables de rédiger pas mal de documents, de projets de loi pour la régulation. Et ça, c'est bien. Alors, les Chinois peuvent très bien emprunter ce genre de choses. Et par contre, la Chine est parmi les 2 pays, comme je viens de dire. Hein, et surtout, la Chine est le premier pays numérique au terme du taux de digitalisation. Alors, nous sommes devant les Américains. D'accord. Alors, dans ce sens-là, toujours le numérique, on va travailler ensemble entre les Français et les Chinois. Alors, pour l'IA, l'intelligence artificielle, alors avant, on sous-estime toujours les Français, mais je ne sais pas si vous avez parlé aussi là. Oui, je pense que vous avez déjà parlé aussi de une petite compagnie de l'IA, donc oui. Mistral, oui. Qui vient de sortir et qui a été acceptée. Et surtout, ils ont déjà pris l'engagement de participation financière de Microsoft. Donc, oui, on va très bien travailler ensemble. Oh. Oui. Ce qui est possible ? Oui. Merci. C'est vrai. D'accord. Eh bien, écoutez, merci infiniment. On retient les 3 mots de la fin: robuste, résilient, encourageant. Voilà, ce sont les 3 mots qui définissent cette année 2024 dans les relations économiques sino-françaises. Je tiens particulièrement à remercier tout d'abord Mai Jae-in de la chaîne CGTN français, qui est donc en duplex avec moi, ainsi que Monsieur Meng. Merci infiniment d'avoir fait cette émission avec moi, et bien évidemment je remercie tous mes 3 invités de venir avec nous pour parler de cette année très spéciale du 60e anniversaire de coopération diplomatique entre la Chine et la France. Je vous remercie également d'être avec nous sur les plateaux de BFM Business.
Je vous remercie d'avoir suivi notre émission spéciale. À la prochaine.